Bonsoir et ravi de vous retrouver pour le JT de la CAN. Ça y est, on les connaît, les deux finalistes de cette édition. Finale qui sera inédite dimanche prochain au stade Moulay Abdellah de Rabat. Et ce sera entre le Sénégal et le Maroc, tombeurs respectivement de l'Égypte et du Nigeria. Sénégal-Maroc, finale rêvée, finale annoncé par nos consultants avant même le début du tournoi. Hervé Kouamouo et Xavier Barret, bonsoir messieurs, vous l'aviez prévu cette finale, on va évidemment... Vous n'êtes pas trompé sur les consultants. Vous n'êtes pas trompé sur les consultants, vous n'êtes pas trompé sur les pronostics, vous êtes de bons parieurs. On va prendre tout de suite la direction d'un homme qui assistait, pas encore, eh bien tiens, on va commencer à débriefer avec vous en plateau cette rencontre, donc le Maroc et le Sénégal. Le Maroc le Nigeria, pas de but dans le temps réglementaire ni en prolongation. C'est donc la séance des tirs au but qui a dû départager ces deux équipes dans une ambiance indescriptible, une atmosphère évidemment irrespirable dans ce stade Moulay Abdellah. Le Maroc qui est donc au rendez-vous de sa Coupe d'Afrique des Nations, qui l'emporte à l'issue de cette séance face aux Super Eagles et qui va disputer sa première finale depuis 2004 et qui peut toujours donc croire à un premier titre depuis 1976. Oui, c'était l'objectif annoncé par Walid Regragui, le bâtisseur de cette sélection marocaine. Et il est au rendez-vous. Et je dois avouer que moi, j'ai un entraîneur pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Je trouve qu'il travaille très bien. D'ailleurs, il le dit souvent, son modèle, c'est Didier Deschamps. Donc, il ne fait pas toujours une équipe très flamboyante, même si je trouve qu'ils ont beaucoup progressé dans la construction du jeu. C'est le reproche qu'on a pu lui faire à Walid Regragui depuis le début de cette compétition, évidemment, et cette comparaison avec Didier Deschamps. Et le résultat, il est là. Il est en finale. C'était l'objectif et il l'atteint. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est quel est l'objectif. Et Walid Regragui, il fait ce qu'il faut pour l'atteindre son objectif. Et moi, j'avoue, je trouve que cette équipe marocaine, effectivement, il y a des moments où elle est moins flamboyante qu'on pourrait l'espérer parce qu'il y a des joueurs de grand talent. Mais sur cette demi-finale, ils ont été quand même meilleurs que les Nigérians. Ils ont été beaucoup plus entreprenants. Et s'ils avaient gagné dans le temps réglementaire ou même en prolongation un petit but à 0, il n'y aurait pas eu scandale. Oui, c'est vrai que c'est la grande force de cette équipe et je pense que l'expérience de la Coupe du Monde n'y est pas pour rien aussi. C'est de savoir gérer les temps faibles d'une rencontre parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas paniqué. C'est vrai que c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui ont les intentions de jeu. Enfin, non, les statistiques, je crois que c'est à peu près équilibré, mais c'est eux qui ont les intentions. 4 frappes à une, 4 cadrées à une pour les Marocains. Mais dans la possession, c'est 50-50. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont donné une meilleure impression, un jeu collectif plus élaboré. En face, il y avait ce Nigeria qui donnait tout le sentiment de pouvoir piquer s'il y avait la moindre erreur. Mais je pense qu'aujourd'hui, les individualités nigérianes ont été un cran en dessous de ce qu'elles ont été durant le tournoi. Et donc, ça a fait les affaires du Maroc. Effectivement, ça n'aurait pas été scandaleux qu'ils gagnent pendant le temps réglementaire. Un visage tout de même différent des Nigérians par rapport à celui qu'ils nous avaient présenté face aux Algériens en quart de finale. Oui, je pense qu'il y avait peut-être un peu de fatigue. Je crois d'ailleurs qu'Eric Schell l'a évoqué, ça, le fait, parce qu'il a beaucoup fait jouer les mêmes et il a peu fait tourner alors qu'il a pourtant un gros effectif. Et donc, il était privé aussi pour cette demi-finale de son habituel capitaine, Wilfried Ndidi, l'ancien joueur de Leicester. Donc, c'est un Nigeria qui était un peu en deçà. Mais le mérite, pour moi, on revient aussi au Maroc, qui a su contenir ses attaquants, qui a su éviter de s'exposer à des longs ballons de contre-attaque. D'où un match très tactique et pas très spectaculaire. Mais c'est une victoire légitime du Maroc. Oui, c'est vrai que le Maroc a contrarié beaucoup le Nigérian parce qu'il y avait vraiment de l'engagement sur le premier pressing. La zone de presse était très haute chez les Marocains. Ils n'ont pas laissé les Nigérians développer, organiser leur contre-pressing. Et je pense aussi, il faut dire qu'il y a aussi des faillites individuelles. Lookman n'a pas été au niveau où il avait habituellement. Accor Adams non plus. Osimhen a fait beaucoup de courses défensives, mais avec le ballon, il n'a pas fait grand-chose. Donc effectivement, ce n'est pas le Nigeria qu'on a eu l'habitude de voir ces 3 dernières semaines. Mais... La clé de cette rencontre, c'est aussi cette faculté des hommes de Walid Regragui. Ça a sans doute été aussi les consignes. Et on imagine que le staff technique du Maroc avait analysé précisément le jeu nigérian, de verrouiller justement ce milieu de terrain pour empêcher justement ces lignes de passe vers l'armada offensive dont on a beaucoup parlé depuis le début du tournoi nigérien. Oui, on sait que c'est Alex Iwobi, l'ancien joueur d'Arsenal, qui est le principal lanceur vers Onyeka, vers Osimhen et aussi Lookman. Et Lookman qui a un relais très important. Et on les a peu vus.
Il y a eu en début de match effectivement une frappe de Lookman, une frappe cadrée sur un ballon perdu d'ailleurs par la défense marocaine. Et sinon, ils ont été complètement annihilés, complètement bloqués par la défense marocaine. Donc c'était un match très tactique. Et à ce petit jeu, effectivement, Walid Regragui a été plus fort que Eric Schell. Oui, c'est vrai que les Marocains, ils ont vraiment, ils ont beaucoup pressé au milieu de terrain. Les attaquants ont fait vraiment le premier pressing. Ils ont commencé déjà sur la défense, au détriment peut-être même d'une certaine lucidité en phase offensive, parce que finalement, le Maroc s'est créé encore moins d'occasions qu'il s'en crée d'habitude. Mais c'était bien joué d'étouffer les Nigérians, de ne pas le laisser développer le jeu, de ne pas laisser cette première balle longue qui partait, qui arrivait et qui pouvait créer du danger dans leur surface à eux. Donc le Maroc a bien exécuté son plan de jeu et puis la profondeur du banc a fait que lors des changements n'ont pas affaibli l'équipe, au contraire de l'équipe nigériane qui semblait quand même vraiment fatiguée à la fin des prolongations. C'est ce qu'on a senti effectivement, peut-être un peu émoussé cette équipe nigériane. Oui, et puis même la sortie d'Osimhen à quelques minutes de la séance de tir au but, ça a été un peu surprenant. Je pense qu'il s'est tordu la cheville. Il a dû avoir peur de frapper les tirs au but. Oui, mais cette équipe du Nigeria qui perd au tir au but pour la deuxième fois en quelques mois, puisqu'ils ont été éliminés de la Coupe du Monde, il faut le rappeler, par les Léopards du Congo au tir au but. Au tir au but, sinon ils seraient à la Coupe du Monde. Ils y vont pas, et là ils ne sont pas en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, aussi parce qu'ils sont battus au tir au but. Et pourtant, c'est un geste technique qui travaille normalement à l'entraînement. Oui, alors là, les ratés, c'est Chukwueze, qui est pourtant un attaquant qu'on connaît. Bruno Oniachi, c'est un défenseur latéral, donc qui n'a pas très bien tiré, effectivement. Mais on peut imaginer qu'Eric Schell a quand même fait un choix en fonction de l'état de forme, de la fraîcheur des uns et des autres. Et à l'arrivée, ils perdent une séance. Je crois que c'est la 3e fois sur 9 séances que les Nigérians perdent au tir au but. On va continuer la discussion, évidemment, avec Cédric Ferreira, qui a assisté à la qualification des Lions de l'Atlas, je vous le rappelle, face au Nigeria à l'issue de la séance des tirs au but dans ce stade Moulay Abdellah. L'analyse qu'on a en plateau, c'est évidemment, Cédric, que ces Lions de l'Atlas, que ces Marocains ont globalement dominé dans le temps réglementaire et que finalement, cette victoire, cette qualification pour la finale, elle est plutôt méritée ce soir. Oui, elle est clairement méritée. On n'a pas reconnu le Nigeria, vous le disiez il y a quelques instants en plateau, en grande partie aussi par la prestation des Marocains qui les ont complètement étouffés, notamment au milieu de terrain où l'attaque de feu nigériane, meilleure attaque du tournoi jusqu'ici, on le rappelle, a été totalement bloquée, totalement cadenassée. On a très peu vu Victor Osimhen. Ademola Lookman a raté son match. Pourtant, il a eu plusieurs circuits de passe qui sont passés par ses pieds. Accor Adams, quasiment transparent également jusqu'ici. Une statistique pour vous résumer d'ailleurs cette rencontre, c'est 16 tirs à 2 en faveur du Maroc. Le Nigeria n'a tiré que 2 fois en direction des cages du Maroc. Alors vous allez me dire, c'est normal, le Maroc a dominé. Seulement jusqu'ici, le Nigeria, c'était plus de 16 tirs par match en moyenne. On est passé de 16 tirs par match en moyenne à 2 ici contre le Maroc. Donc les Super Eagles méconnaissables, totalement bloqués durant ce match, les 90 minutes plus la prolongation. Les quelques changements d'Eric Schell d'ailleurs durant les prolongations n'ont pas apporté grand-chose. C'est vrai qu'on est quand même déçu globalement de la prestation des Super Eagles. Jusqu'ici impressionnant, on l'avait dit, 14 buts marqués en 5 matchs. Là, très peu d'occasions. Le Maroc qui de son côté a montré un visage quand même tout de même agressif. Les Lions de l'Atlas dans leur tanière ont sorti les griffes. Ils auraient mérité de marquer un but. Il y a eu plusieurs parades décisives de Stanley Nwabali, le gardien nigérian jusqu'ici. Il a été un peu moins décisif au tir au but, même s'il a tout de même arrêté une frappe marocaine. Mais le Nigeria, c'est vrai que vous l'avez dit aussi, 2e séance de tir au but perdue en l'espace de quelques semaines. Ils vont disputer maintenant le match pour la 3e place contre l'Égypte ce samedi. On verra s'ils vont être capables de relever la tête, car vous savez sans doute que c'est difficile après une élimination douloureuse en demi-finale de se motiver pour aller chercher une 3e place dans la Coupe d'Afrique des Nations, surtout que Victor Osimhen effectivement est peut-être blessé. On ne sait pas s'il jouera. En attendant ici à Rabat, c'est la fête pour le Maroc qui va disputer une nouvelle finale de Coupe d'Afrique des Nations. La dernière, c'était en 2004, perdue face à la Tunisie qui évolue à domicile. Cette fois, le Maroc pourra compter sur le soutien de ses supporters. D'ailleurs, ces supporters, je ne sais pas si vous les entendez, mais ils sont encore dans l'enceinte du prince Moulay Abdellah en train de fêter la victoire. Il y avait eu beaucoup de tensions dans les tribunes. Vous imaginez que les supporters marocains ont retenu leur
souffle. Même en tribune de presse, les journalistes marocains étaient intenables lors de cette séance de tir au but qui s'est terminée en beauté pour eux. Un mot aussi sur celui qui a marqué le tir au but vainqueur, Youssef En-Nesyri. Youssef En-Nesyri qui a subi un déclassement au sein de cette sélection marocaine. Il était titulaire en attaque lors de la Coupe du Monde 2022, mais depuis, il a plutôt été relégué sur le banc des remplaçants. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu jusqu'ici, mais il est rentré pour cette séance de tir au but et c'est lui, ce soir, le héros des Marocains. Cédric, vous les suivez de près, les Marocains, depuis le début du tournoi. Est-ce que vous avez assisté à chacune de leurs rencontres? Est-ce que vous diriez que ce soir, c'est la prestation peut-être la plus aboutie et sans doute au meilleur moment, donc juste avant une finale à domicile? C'est vrai qu'il y a un petit côté paradoxal puisqu'on avait dit que le grand test pour le Maroc, c'était ce match face au Cameroun, remporté brillamment 2-0. En conférence de presse d'avant-match, d'ailleurs, le sélectionneur, Walid Regragui, et même Eric Schell l'avait dit, oui, chaque match qu'on passe, c'est toujours un test encore un peu plus difficile. Cette fois-ci, le Maroc n'a pas réussi à marquer de but malgré quand même de nombreuses occasions. Mais la copie dans l'ensemble, oui, pour moi, c'est clairement la plus aboutie car il faut quand même remettre le contexte du match. Avant le match, on disait que c'était une rencontre assez équilibrée, que ça serait très difficile pour les Marocains de contenir les Super Eagles nigérians, notamment dans la dimension physique. On avait vu l'impact physique du Nigeria contre l'Algérie où on avait même l'impression que c'était des adultes contre des adolescents. Cette fois-ci, le Maroc a vraiment été capable de dosser son niveau de jeu et de se mesurer à l'impact physique des Nigérians, de les bousculer, de se procurer des occasions. Oui, il n'y a pas eu le but, il y a eu beaucoup d'occasions. Brahim Diaz a été un peu moins précis avec des frappes hors cadre en bonne situation, mais clairement dans le jeu aujourd'hui, le Maroc peut se présenter en finale face au Sénégal en regardant les Lions sénégalais dans les yeux et avec l'assurance et la sérénité d'une équipe qui a gravi match après match dans ce tournoi, malgré la pression, malgré les critiques sur le sélectionneur Ouedraogo, sur le contenu des équipes. Là, le Maroc a quand même franchi encore une étape pour moi et peut aborder sereinement cette finale malgré toute la pression qui entoure. On en a déjà parlé beaucoup de cette pression, mais là clairement ils ont assumé la pression, les Lions de l'Atlas, et sont allés au bout de cette rencontre, même avec la séance de tir au but difficile à gérer tout de même, mais la prestation est globalement très convaincante du Maroc. Merci Cédric, vous restez évidemment avec nous, un tour en plateau très vite. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce que dit Cédric ce soir, la prestation la plus aboutie ce soir des Lions de l'Atlas? Oui, c'est une formation qui est montée en puissance, on l'a vu. Il y avait des blessés en début de compétition et l'équipe s'est petit à petit ajustée. Là, par exemple, la rentrée d'Igaman a été intéressante finalement. Hervé? Oui, disons que c'est abouti parce que ça démontre une autre facette du jeu marocain qui a été, parce que contre le Cameroun, effectivement, ils ont dominé. Et là, savoir jouer contre une équipe, ne pas trop s'exposer tout en prenant le jeu à son compte. Oui. Juste avant d'aborder la qualification du Sénégal, un dernier mot sur cette rencontre entre le Maroc et le Nigeria. On ne peut pas s'empêcher de dire que c'est bien dommage de ne pas voir ces Super Eagles lors de la prochaine Coupe du Monde. Évidemment, il faut rappeler que Eric Schell, l'entraîneur, est arrivé en cours de campagne. Ils avaient très mal commencé. C'est pour ça d'ailleurs que son prédécesseur avait été remercié. Et il y avait quand même du retard, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu terminer premier de leur groupe. C'est l'Afrique du Sud qui a terminé en tête. Et ils se sont retrouvés en barrage. Et ils franchissent le premier barrage contre le Cameroun. Et derrière, par contre, ils ne passent pas face aux Léopards du Congo, au tir au but. Donc du coup, ils se retrouvent éliminés de la Coupe du Monde et éliminés en demi-finale de la Oui, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que quand on voit l'effectif, quand on voit la qualité du jeu qu'ils ont été capables de produire, c'est un peu dommage pour le continent. Et on se souvient qu'en 94 aux États-Unis, le Nigérien avec Rachidi Yekini notamment, le taureau de Kaduna. En pointe avait fait très très forte impression. Ils avaient fait un premier tour assez incroyable avant de tomber en huitième de finale. Et en début de soirée, eh bien, c'est le Sénégal qui a validé sa place en finale, une demi-finale qui ne restera pas dans l'histoire, tant les Égyptiens n'étaient pas venus pour faire le jeu. Le Sénégal dans le camp des Pharaons pendant l'essentiel de la rencontre. Et c'est finalement Sadio Mané qui a fini par faire sauter le verrou égyptien à la 78e minute de jeu. 1-0, score final. Le Sénégal qualifié, logiquement, Hervé Kouamouo, beaucoup plus à l'initiative que les Pharaons. Oui, le Sénégal a été. Enfin, les Pharaons ne sont pas venus jouer et les faits des jeux ne leur ont pas été favorables. C'est vrai que c'est une équipe. Enfin, j'ai regardé les statistiques, ils étaient à 37% de possession. Mais non seulement ils ne prenaient pas le ballon, mais quand ils le prenaient, quand ils l'avaient, c'était pour ralentir encore le jeu. C'était vraiment une équipe qui arrivait sans intention de jeu. Ça a été une grande force, je trouve, du Sénégal d'avoir continué à proposer, à offrir des solutions, des redoublements de passes, à essayer de contourner le bloc à gauche, à droite, à essayer.
au moment où on s'y attendait le moins, finalement, la solution est venue du grand joueur. Hein, oui, c'est ce qu'on attend de ce type de joueur, sur ce genre de match qui était totalement fermé, un éclair comme ça qui est arrivé et qui a débloqué la situation. Et ce qui est terrible, c'est que dès l'instant où ils ont encaissé, c'est ce que j'allais dire. Ils ont changé de façon de jouer. On a vu que les Égyptiens pouvaient jouer au foot, pouvaient proposer du jeu, des solutions, et c'est ça trouver qui des est solutions. terriblement frustrant, c'est que c'est des très bons joueurs de football et qui sont capables effectivement de produire du jeu. Mais là, Osam Hassan, le sélectionneur, avait fait un choix tactique ultra défensif avec cette défense à 5 qu'il a adoptée lors du deuxième match de poule. Et depuis, eh bien, en fait, il n'en change pas. Et pourtant, à la mi-temps, il fait rentrer Ahmed Hassan Trezeguet. Et on se dit, bon, c'est un attaquant. On se dit, bon, il va jouer devant, il va essayer de bousculer le Sénégal. Et puis non, en fait, Ahmed Hassan Trezeguet a joué la plupart du match arrière-gauche, à la place du joueur qui remplaçait. Et il y a vraiment qu'à la fin qu'il est allé devant. Donc, c'est vrai que cette équipe d'Égypte nous déçoit parce qu'on sait qu'elle peut faire beaucoup mieux, différemment, et provoquer effectivement l'adhésion du public, comme ils l'ont fait d'ailleurs au début des années 2000, lorsqu'ils ont remporté 3 fois de suite la Coupe d'Afrique des Nations, 2006, 2008, 2010, en jouant un très beau football à l'époque. Et on va écouter tout de suite le sauveur des Lions de la Teranga, Sadio Mané, interrogé par notre envoyé spécial Samia Méteni du côté de Tanger. Le collectif, c'est le plus important. Écoutez. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est juste le travail. Et je pense qu'aussi, il faut un peu de chance. Comme aujourd'hui, on a eu un peu de chance aussi, il faut le reconnaître, même si dans l'ensemble, on méritait de gagner parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions. Je pense que aussi on a été meilleur pendant 90 minutes. Donc, je dirais juste que c'est le travail dans le collectif. Voilà, vous allez découvrir aussi les images de joie, évidemment, du côté du Sénégal, après cette qualification donc, pour la finale qui se jouera dimanche. Un mot de Sadio Mané au micro de nos confrères de beIN Sport. Je serai très heureux de jouer ma dernière finale à la CAN, de profiter et de faire gagner mon pays. Lui qui a inscrit 2 buts dans cette édition, 3 passes décisives en 5 matchs. Il a 33 ans et cette annonce, donc, ça sera bien sa dernière, sans doute sa dernière rencontre en Coupe d'Afrique des Nations à Sadio Mané. Oui, alors on sait que parfois aussi il y a des joueurs qui annoncent leur retraite puis qui reviennent. Oui. Zlatan, il avait annoncé 3 fois sa retraite de la sélection suédoise et il est revenu à chaque fois. C'est arrivé au plus grand. Oui, donc bon, de sortir. De la retraite. mais on peut comprendre parce que ça fait combien d'années qu'il est comme ça au top niveau, qu'il enchaîne les saisons, notamment lorsqu'il était à Liverpool et qu'il se ménageait pas. Donc il peut avoir le sentiment du devoir accompli. Il a déjà fait gagner la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Là, il l'amène en finale pour la 3e fois en 4 éditions. C'est quand même incroyable. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du Sénégal. Ils vont aller à la Coupe du Monde pour la 3e fois de suite. Donc, c'est une page glorieuse du football sénégalais à laquelle il est inévitablement, c'est même lui le leader, qui incarne cette réussite. Donc il peut effectivement se retirer avec le sentiment de devoir accompli, mais s'il gagne la finale, il sera encore plus... Non, mais parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce momentum depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois des Lions de l'Atlas, du Maroc, mais on est sur quasiment la même régularité du côté du Sénégal. Oui, le Sénégal a une régularité impressionnante parce qu'effectivement, 3 finales en 4 éditions et encore la dernière édition, ils sortent au tir au but à l'issue d'un match qu'ils auraient dû gagner. Et pendant le même temps, ils se qualifient pour la Coupe du Monde parce qu'on a souvent l'un ou l'autre. Par exemple, l'équipe d'Égypte qui a gagné les 3 finales consécutives de la CAN, c'est pas du tout qualifié pour la Coupe du Monde, mais le Sénégal se qualifie régulièrement sans difficulté. Et je trouve qu'avec les années, ils apportent aussi une variété dans le jeu. Le jeu était très défensif il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est un jeu beaucoup plus chatoyant. C'est sûr que le boulot fait par Pape Thiaw, qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds. On a dit, bon, on renouvelle pas le contrat de Aliou Cissé. Bon, on va mettre Pape Thiaw, on va voir. Il avait quand même eu des résultats auparavant avec les équipes de jeunes. Je crois qu'il avait gagné la CAN 20 ans, si je me souviens. Les U20, ouais. Les U20, oui, c'est ça. Et donc, en fait, il a parfaitement endossé ce costume. Et il fait un changement, mais dans la continuité. C'est un peu ce qui s'est passé aussi, du coup. Oui, dans la continuité, mais avec une amélioration, surtout. Il s'est pas contenté de garder les cadres, effectivement. Il s'est continué de s'appuyer dessus, mais il a renouvelé
considérablement le groupe, il l'a rajeuni, et puis surtout, il les fait jouer vachement bien. Moi, j'avoue, cette équipe sénégalaise, elle me fait énormément plaisir, alors que je rejoins tout à fait Hervé Kouamouo sur le fait que il y a 4 ou 6 ans, c'était plutôt on défend et puis on balance devant pour Sadio pour qu'il se débrouille. Maintenant, le jeu est beaucoup plus élaboré, il y a une espèce d'étouffement de l'adversaire qui est très intéressant. Donc, c'est le fruit, ça aussi, d'années de travail, dans la continuité et de formation. Parce qu'il y a peu de pays africains qui ont une formation aussi élaborée que le Sénégal, avec des centres de formation au Sénégal. Bien connu maintenant aussi. Voilà, Dior Mars, Génération Foot, d'autres clubs qui s'y mettent aussi. Et donc, à l'arrivée, vous avez un vivier de footballeurs sénégalais qui est très intéressant. Est-ce que je pourrais avoir un coup de gueule quand même sur leur... Allez-y, Hervé. Parce que, en fait, non, c'est vrai que la finale va se dérouler sans Kalidou Koulibaly. Peut-être qu'il est blessé. J'allais y venir. Ah, j'allais y venir. Les deux bémols de la soirée sénégalaise. Oui, mais je trouve parce que... Puisque Koulibaly et Habib Diarra sont tous les deux suspendus pour cette finale. En fait, la remise à zéro des cartons était arrivée à la suite de la finale Ligue des Champions 1994 où le Milan AC avait 4 suspendus. Et c'est pour ça que pour justement préserver les finales, pour que les finales se jouent avec tous les joueurs, on avait fait cette préservation. Et là, je trouve que logiquement, il faudrait penser à annuler les cartons jaunes, après les quarts de finale pour éviter ce que nous avons aujourd'hui. C'est étonnant d'ailleurs que la CAF n'ait pas suivi la FIFA, parce qu'en fait, c'est la FIFA qui avait... il y a eu l'UEFA avant, mais la FIFA, elle, a instauré ça après la Coupe du Monde 2002, où Michal Ballack, le meneur de jeu de l'équipe d'Allemagne, pour un carton jaune en demi-finale contre les États-Unis, se retrouve privé de la finale contre le Brésil, de Ronaldo, qui gagne d'ailleurs la finale 2-0. Donc, à partir de là, la plupart des compétitions internationales, effectivement, remettent les cartons à zéro après les quarts de finale, sauf les cartons rouges. Bien sûr, suspendu pour une demi-finale, il reste suspendu. Mais les cartons jaunes à zéro, comme ça, si un joueur qui prend un jaune en demi-finale, il n'est pas privé de la finale. Donc ça, et curieusement, la CAF le fait pas. Ouais. Ça, et avec une remise à zéro après le premier tour, alors qu'on a des effectifs à 28. Donc, a priori, on peut se passer d'1 ou 2 joueurs suspendus pour les matchs. Sénégal-Égypte, c'était aussi un duel entre deux hommes, Sadio Mané et Mohamed Salah, qui se connaissent par cœur, qui ont évolué ensemble du côté de Liverpool. Je crois que ce soir, c'était le 223e match qu'ils jouaient non pas ensemble, l'un contre l'autre, mais en tout cas où ils étaient réunis sur un même terrain de football. Définitivement, ce soir, Mané a clos le débat. C'est lui qui laissera une vraie trace sur le continent africain. Ça, c'est un débat assez difficile de les comparer, parce que Sadio Mané, il a quand même quitté Liverpool il y a quelques temps, alors que Mo Salah y est encore. Le passage de Sadio au Bayern, ça a été plutôt un passage éclair. Oui. Là, et maintenant, il est en Arabie Saoudite, où il fait des bonnes saisons, mais on le voit moins. Oui, on le voit moins, oui. Après, sur le continent, il a gagné en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Il a gagné en match qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. Il gagne aujourd'hui. Là, le triptyque, c'est la trilogie. Oui. C'est une trilogie Mané. Et il y aura peut-être un nouveau titre pour Sadio Mané dimanche. On va repartir du côté de Rabat. Donc cette affiche entre le Sénégal et le Maroc en finale. Vous les suivez, je le disais, depuis le début du tournoi, Cédric, cette équipe des Lions de l'Atlas. Quelles peuvent être les clés justement des hommes de Walid Regragui face aux Lions de la Teranga dimanche prochain? Bon, eh bien, on a vu que le Maroc a réussi à éliminer l'une des équipes les plus impressionnantes jusqu'ici, le Nigeria, en mettant quoi comme ingrédient? De l'impact physique, un pressing de haute intensité le plus longtemps possible. C'est difficile quand même de tenir un match entier en mettant la pression sur son adversaire. On sait que le Sénégal, c'est une équipe extrêmement solide, qui est capable d'être très efficace aussi. On l'a vu contre l'Égypte, quasiment une seule occasion pour Sadio Mané, ça a fait 1-0. Donc il faudra se montrer déjà solide. On peut même imaginer le scénario de cette finale où ça va démarrer plutôt tranquillement, où on imagine que les deux équipes ne vont pas prendre trop de risques immédiatement. Donc de l'intensité et ensuite être efficace devant les buts. Brahim Diaz, qui avait marqué à chacune des rencontres jusqu'ici, est resté muet ce soir, même s'il a encore une fois été très actif
sur le front de l'attaque et il a eu quelques tentatives qui n'ont pas été en réussite. Du côté du Sénégal, il y a les attaquants. Nicolas Jackson qui n'a pas forcément été toujours très précis jusqu'ici. Un peu moins d'attaque flamboyante du côté du Sénégal, même si on voit que Sadio Mané est toujours au top de sa forme et qu'il est capable de faire la différence à tout moment. Voilà, les ingrédients globalement pour le Maroc, c'est la même chose que ce qu'on a vu contre le Nigeria, hein, de l'intensité et un peu d'efficacité pour éviter le stress de la séance des tirs au but. Merci Cédric, vous étiez en direct de Rabat. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission de cette finale de la CAN. On va longuement en parler, évidemment, dans nos prochaines éditions et dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur les antennes de France 24.